C'est la première fois qu'on fait un événement en interne organisé conjointement par les équipes CSR et Women at Finastra, qui sont deux programmes actifs sur Paris. Et on a la chance d'avoir avec nous aujourd'hui 3 intervenantes, toutes un petit peu liées plus ou moins à Finastra et au programme CSR et Women at Finastra. Donc, je vais les laisser se présenter en plus de détails. Je ferai une petite présentation. Juste pour vous dire, n'hésitez pas à participer, à poser des questions pendant la session. On fera bien sûr les questions à la fin, mais si vous avez des questions en relation avec ce que nos intervenants nous disent pendant la session, vous pouvez utiliser le chat. Donc avec nous aujourd'hui, on a Sarah Taletti, qui est la directrice des programmes chez WILA. WILA, c'est un accélérateur de la mixité dans la tech. Et Finastra sponsorisé l'année dernière une session d'incubateur de FinTech gérée principalement par des femmes. Donc elle nous en dira un petit peu plus. Avec nous, on a aussi Sharon Sofer, qui est la présidente de Startup for Kids. Donc beaucoup d'entre vous ont déjà entendu parler, je pense, de Startup for Kids, puisqu'on a un projet en cours où on a des personnes de Finastra qui soutiennent des jeunes filles issues de quartiers défavorisés dans la création d'un projet. Et avec nous aussi Gulnara Aguiar, qui est une ancienne employée de Finastra, donc que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui a fondé sa boîte Ormex début 2020 et qui nous en dira un peu plus sur son entreprise. Donc, je vais peut-être commencer par vous laisser la parole. Donc, je ne sais pas, Sarah, si tu veux commencer. Oui, je veux bien. Donc, bonjour à toutes. Merci beaucoup, Elsa et Émilie, pour cette invitation. On est ravis de participer avec WILA et je suis ravie de représenter WILA pour ce webinaire. Donc, moi, je suis Sarah, la directrice des programmes au sein de WILA. WILA, c'est une organisation qui a pour objectif de révéler le pouvoir des femmes d'entreprendre. Donc, on a plusieurs missions, des missions d'accompagnement, de l'idéation jusqu'à l'accélération des projets de start-up portés par des femmes ou en tout cas coportés par des femmes puisqu'on accepte aussi les équipes mixtes et que c'est notre objectif. Nous, à terme, on se bat pour qu'il y ait plus de parité dans l'entrepreneuriat et dans l'entrepreneuriat innovant. On a aussi des actions de plaidoyer, des événements où on met en promotion l'entrepreneuriat féminin, où on met en valeur les femmes puisqu'on pense qu'il y a un véritable problème de représentativité des femmes entrepreneurs et c'est aussi ce type de webinaires qui sont importants et qui font que les femmes pourront petit à petit prendre la place qui leur revient. Donc voilà pour la présentation. Merci beaucoup. Merci Sarah. Sharon, est-ce que tu veux te présenter? Avec plaisir. Donc, je suis Sharon Sofer, la fondatrice de Startup for Kids. Donc, déjà, je suis passée par WILA sur un programme d'accompagnement. Donc, je reviens aux sources avec WILA. Startup for Kids, notre mission, c'est d'acculturer et préparer les jeunes au monde de demain. Et on a différentes méthodes qu'on a mis en place, en œuvre et différents formats. Et en fait, on acculture les jeunes à la tech, mais surtout à quoi sert la tech, comment utiliser la technologie pour des projets et comment faire des jeunes des acteurs engagés dans le monde de demain et que ce soit des acteurs de leur futur. Et on existe depuis 2015 et on accompagne à peu près 6 à 8 000 jeunes par an. Et en particulier sur un programme dont on parlera plus tard, qui est dédié entièrement aux filles et aux filles dans la tech. Bonjour, et je suis Gulnara Aguiar, donc je viens effectivement de Finastra, c'était mon dernier post corporate. Et donc Gulnara Aguiar, 39 ans, j'ai grandi, je suis née et j'ai grandi en Russie. J'ai fait mes études plutôt dans la tech, liées aux banques d'investissement. Pour ceux qui peuvent aussi, donc qui ont le parcours similaire, donc le CE, MIT et dernièrement Global Executive MBA à INSEAD, que j'ai fini en 2019. Donc,
pendant plus d'une décennie, j'ai travaillé toujours dans la tech, donc principalement chez Calypso Technologies au début, où j'ai gravi les échelons jusqu'à arriver à Global Solution Lead chez Finastra dernièrement. Donc, l'année dernière, effectivement, j'ai créé une société qui s'appelle Ormex. C'est une plateforme digitale pour aider les agriculteurs à sauvegarder et vendre les crédits carbone, donc le carbone qui est stocké dans leurs terres, à des grands groupes industriels. Et donc, cette plateforme est basée sur une technologie blockchain. Donc, voilà. Super, merci beaucoup. Et juste pour commencer un petit peu, Sarah, est-ce que vous pourriez faire un petit peu un état des lieux de l'entrepreneuriat des femmes en France? Je ne sais pas s'il y a des chiffres à partager ou un petit peu avoir une vision de ce qu'on remarque en ce moment. Oui, bien sûr, il y a aucun problème, j'ai fait mes devoirs. Bon, après, c'est des chiffres que nous, on maîtrise bien et qu'on martèle chaque jour. Mais effectivement, donc, il y a encore aujourd'hui, surtout dans l'écosystème startup, parce qu'il faut différencier la notion d'entrepreneuriat qui est large et qui va prendre en compte les TPE, PME, les femmes qui font de l'artisanat ou qui se lancent en tant que freelance et la création de startups. Et aujourd'hui, effectivement, on reste encore très fortement sous-représenté puisqu'il y a 21% de startups qui sont fondées ou cofondées par des équipes mixtes. Cela veut dire qu'il y a au moins une femme dans l'équipe, mais cela ne veut pas dire que c'est fondé seulement par une femme. Aujourd'hui, à la différence des hommes qui comptent 79% de fondateurs juste exclusivement masculins, il y a seulement 4% de startups qui sont fondées par des femmes. Donc c'est vraiment très peu représentatif. Après, on se rend compte aussi de plus en plus, et en 2020, les équipes mixtes ont augmenté de 4 points, donc ça montre qu'on sait qu'il y a une force en fait dans la mixité et la diversité, que ce soit une diversité en genre, que ce soit une diversité en termes d'origine ou en termes de background professionnel. C'est important quand on crée une start-up de mettre en avant cette diversité et de faire en sorte que cette diversité existe pour avoir des solutions qui reflètent l'ensemble de la société. Malheureusement, c'est pas encore le cas complètement aujourd'hui et les femmes restent un peu... les femmes sont mises en difficulté, notamment dans ce qui est de la recherche de financement et de la levée de fonds, puisque les sociétés qui sont fondées uniquement par des femmes ont beaucoup moins de chances en fait de lever des fonds et qu'aujourd'hui 84% des fonds, donc des fonds qui ont été levés, l'ont été par des hommes et par des équipes non mixtes. Et donc, du coup, ça fait quand même une très grosse part du gâteau qui exclut aujourd'hui les fondatrices féminines, sachant que 2,3% des montants, non, c'est pas exactement ce que je voulais dire, que les hommes lèvent 2,3% plus que les équipes féminines. Donc aujourd'hui, quand une femme et un homme vont chercher des fonds, il y a aussi un risque pour les femmes fondatrices. Alors on sait, il y a typiquement pas mal d'études sur le sujet qui disent que les femmes vont chercher moins d'argent que les hommes dans les levées de fonds, mais il y a aussi le fait que les investisseurs et les investisseuses attribuent moins de fonds aux femmes et aux projets féminins qu'aux projets portés par des hommes. Et donc, on a ce chiffre actuel, puisque c'est une étude qui est sortie pour la journée des femmes le 8 mars en 2021, mais qui reflète les investissements en 2020. Donc, il y a 2,3% il y a 2,3% de différence entre les sommes attribuées aux femmes et les sommes attribuées aux hommes, avec un privilège pour les hommes. Ok, et juste, j'ai déjà une petite question, mais est-ce qu'on sait pourquoi cette différence au niveau des levées de fonds est différente? Est-ce que c'est parce que les femmes, justement, vont demander moins, ou est-ce que c'est juste, ou est-ce que c'est les mêmes sommes qui sont demandées, mais il y a une différence dans ce qui est attribué? Alors, il y a deux aspects.
effectivement, les femmes ont tendance à demander moins, notamment parce que les projets portés par des femmes, requièrent généralement moins d'argent, mais c'est des statistiques, sont un peu plus précautionneux, mais aussi parce que en fait, les femmes demandent moins parce qu'elles demandent ce dont elles ont besoin. Donc, quelqu'un qui va avoir besoin de 400 000 euros, si c'est une femme, va demander 400 000 euros. Si c'est un homme, il ira demander 1 million. Et donc, il y a cette différence initiale. Et il y a structurellement une vraie problématique et des biais conscients et inconscients qui ont été évalués par des chercheuses d'Harvard, des chercheurs à Stanford. Ils ont évalué en fait des personnes qui levaient des fonds à des montants similaires et en fait comment les investisseurs interviewaient à la fois les femmes et les hommes, et on s'est rendu compte que les questions qui étaient posées étaient totalement différentes pour les projets féminins que les projets masculins. Sur les projets masculins, on était plus sur de la perspective, de l'ambition, de la création de valeur, et sur les projets féminins, on était sur de la sécurité, de la précaution, de l'aversion au risque, les notions d'échec. Et donc, du coup, bien entendu, ça amène des financements qui ne sont pas les mêmes, et ça implique une inégalité dans l'accès au financement et à la fin dans le développement des projets, puisque les projets qui sont plus financés ont forcément une gageure plus élevée de se développer sur le long terme. D'accord. Je pense qu'on va revenir pendant la discussion sur pas mal de ces points. Avec nous, du coup, on a 2 personnes qui se sont lancées. Donc, peut-être Sharon pour commencer, ensuite Gulnara. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu quel a été est-ce qu'il y a eu un déclic ou un élément déclencheur justement pour vous lancer dans l'entrepreneuriat? Je vais me lancer alors moi, je pense que j'ai toujours un peu eu l'esprit entrepreneuriat au sens projet. J'étais en milieu associatif, je présidais les associations, etc. Et même quand j'étais salariée dans l'entreprise, mes projets, c'était vraiment mes projets. Je me sentais totalement en responsabilité de les faire avancer. Et donc, finalement, ça a plus été une évolution assez logique où j'ai eu une idée que j'ai eu envie de pousser. Je ne me suis pas dit j'ai envie de devenir entrepreneur. Hein. Je me suis dit ok, j'ai une idée, j'ai un projet, allons-y. Hein. Voilà, ça s'est fait de façon assez naturelle. Par contre, ce qui a toujours été présent, c'est que j'avais beaucoup d'autonomie, d'indépendance. Voilà, et un grand besoin de liberté et de pouvoir avancer à mon rythme qui était souvent très rapide et pas pouvoir dépendre, d'attendre de réponses, etc. D'accord, merci. Et pour Gulnara, est-ce que pas même question peut-être? Oui, alors de mon côté, la première fois quand j'ai eu le déclic, donc j'étais product manager, donc je gérais un projet très important dans les dérivés listés, que je maîtrisais, mais vraiment à fond, avec 16 champs de compensation à l'époque. Donc j'y pensais très sérieusement, mais à l'époque, j'ai eu la proposition justement de Finastra, et qui était, je dois le dire, très alléchante et avec une très grande responsabilité. Donc du coup, j'ai tenté et j'ai réussi à faire ce que je devais faire. Et après, il y avait plusieurs vagues. Donc il y avait plusieurs vagues jusqu'à non-retour, je pense. Où où j'étais, pour une petite histoire, donc une fois j'étais à Eurostar, donc je revenais dans mon voyage à Londres, puisque la maison mère est à Londres, dans de très bonnes conditions, dans Eurostar, et j'ai vu toutes ces femmes qui étaient beaucoup plus âgées que moi. À l'époque, j'avais 34, 35 ans, et je les ai regardées, et je me suis dit, est-ce que tu veux vraiment être comme ces femmes-là? Très masculines, je sais même pas ce qui se passe dans leur vie privée. Il faut dire que moi j'ai 2 enfants, donc voilà, c'est super important, l'équilibre aussi pour nous. Donc voilà, je regardais tout ça et je me suis dit, est-ce que c'est vraiment ça que tu veux? Après, l'autre déclic, c'était que voilà, j'ai réussi mon parcours, je savais où je veux aller avec toutes mes études, avec gravir les échelons, mais il y avait comme une sorte de manque à l'intérieur, un vide. Et donc j'ai commencé à me poser des questions.
Est-ce que c'est vraiment ça ce que tu veux? Est-ce que si tu n'es pas à ton poste, qu'est-ce qui se passe? Et surtout, qu'est-ce qui se passe et pour qui aussi? C'est-à-dire pour qui tu le fais? Et donc, du coup, ce genre de questions m'a amené à se dire, voilà, en fait, lance-toi, fais quelque chose que… Au début, je voulais faire quelque chose que je maîtrise. Après, c'est vrai qu'en fait, il y avait aussi une question de, tiens, j'y connais rien dans l'entrepreneuriat. C'était pas du tout, j'ai jamais voulu être entrepreneuse. Voilà, j'étais très bien dans le corporate. Donc, il fallait que j'apprenne. Il fallait que j'apprenne aussi. Donc là, on peut en parler après, justement, de cet apprentissage, parce que c'est très, très important, je pense. On ne peut pas se lancer comme ça d'un jour au lendemain. Il faut être très bien accompagné. Il y a certaines étapes à respecter. Donc, pour réussir, je pense que ça, c'est très important. Donc, voilà. Et justement, pour poursuivre sur ça, quels ont été les plus grands défis? Et est-ce qu'il y a certains de ces défis ou difficultés que vous avez rencontrées qui ont été un peu plus liés au fait d'être une femme? Alors, pour moi, il y avait surtout donc, 2 défis. En sortant de Finastra, je me suis dit, donc, je vais me lancer dans les études pour apprendre à gérer une entreprise. Gérer une équipe, gérer une division, c'est une chose. Gérer une entreprise, c'est complètement autre chose. Et je pense qu'on n'y parle pas assez souvent. Je pensais que c'était plus simple, pour dire la vérité. Donc, voilà. Donc, le premier défi, c'était passer le concours à INSEAD. C'était pareil, en fait. On voit bien que les femmes sont peu représentées dans les grandes structures et dans les MBA en général, moins de 30% en général. Donc, voilà, le concours est très compliqué. Donc, ça, c'était mon premier défi. Deuxième défi, c'était lié plutôt à constituer une équipe. Parce qu'en général, soit on parle avec des amis, voilà, ou on cherche une compétence. Et à force de travailler sur le projet, on comprend qu'en fait, le cofondateur, ce n'est pas une compétence. C'est vraiment un autre état d'esprit. C'est quelqu'un qui a la même vision que nous. C'est quelqu'un qui est prêt à partager les risques avec nous de non-réussite, de faillite, parce qu'il y en a beaucoup aussi, on n'en parle pas souvent, mais voilà. Je n'ai pas rencontré de difficultés en tant que femme. Au contraire, en fait, j'ai rencontré beaucoup de bienveillance. Je trouve qu'il y a de plus en plus d'organismes qui se créent pour les femmes. Il y a beaucoup de concours aussi qui sont dédiés aux femmes aujourd'hui. Et ça, il faut en profiter. Donc, voilà. Donc, rien de particulier. C'est vrai que les hommes sont beaucoup plus ambitieux. Et nous, ce qu'il faut aussi à gérer, c'est la famille. Donc, ça c'est important pour ceux qui ont des enfants. Voilà. Il faut trouver un équilibre. Voilà. Mais rien de particulier. Je suis d'accord avec Sarah pour la lever. C'est vrai que si on n'est pas accompagné par un homme dans notre équipe fondatrice, très souvent, on peut recevoir soit moins d'argent, soit moins de retours positifs, plutôt dans la série d'investissement. C'est vraiment les statistiques. Et du coup, pour retourner un petit peu à Sharon, même question, est-ce que vous avez eu des défis ou est-ce qu'il y a eu des choses particulières en tant que femme à se lancer? Ouais, alors avant, c'est marrant parce que j'ai l'impression que Gulnara et moi, on a 2 façons de faire et d'approcher les choses carrément à l'opposé. Moi, je suis plutôt du genre à foncer, j'y vais et puis je regarde les obstacles qui arrivent au fil de l'eau. Enfin, je démarre par une analyse superficielle où je me dis, OK, je prends quoi comme risque? Alors, je fonctionne sur la théorie du au pire quoi. En fait, quel est le risque que je prends, le risque que je peux accepter? Et après, j'avance et j'apprends vraiment en faisant. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de mal à emmagasiner du théorique et après mettre en pratique. Moi, je suis plutôt vraiment du genre à essayer et à me dire, c'est pas grave, en fait, au pire, j'essaye 10 fois, j'échoue 9 et puis la 10e, ça marche. Et c'est toujours en fait une mesure du risque que je vais prendre. Après, pour être honnête, les difficultés en tant que femme au sein de l'entreprise, quand j'étais salariée, je les ressentais vraiment. Je vais dire la petite condescendance masculine, hein, ce qui n'est pas très sympa, mais ils avaient un petit côté la jeunette. Voilà, la voix de la femme porte moins, on écoute moins ce qu'une femme dit, alors surtout quand elle est un peu jeune. Et après, pour ce qui est des levées de fonds, pareil, j'avais commencé un petit peu à regarder, discuter, et j'avais rencontré surtout des hommes investisseurs.
Et j'avais pas trop aimé l'interaction qui se crée, donc j'avais l'arbitrage de changer de posture, de effectivement avoir un homme cofondateur et en fait, j'ai choisi l'approche de dire, on va faire de la croissance parce que j'ai la chance d'avoir des revenus puisqu'on faisait des événements. Donc, c'était plutôt une vitesse d'accélération qu'un besoin fondamental, comme on lance un projet de deep tech qui a besoin de gros financements. Ce n'était pas notre cas. Ça changeait plutôt la courbe de croissance. Et à un moment, j'ai décidé qu'il valait mieux accélérer un peu moins vite et garder l'indépendance aussi, hein, ce que Gulnara souligne, c'est hyper important, c'est que c'est des choix de vie. Hein, donc, le travail, c'est infini. Quand on monte une entreprise, on peut travailler 30 heures par jour. Ça paraît difficile, mais c'est totalement faisable. Et donc, il y a vraiment des questions à se poser sur la connaissance de soi, ses envies profondes, pourquoi on fait les choses, ses priorités. Hein. Et voilà, donc au final, le choix ça a été de l'évitement, hein, c'est peut-être pas très, c'est pas très glorieux, mais la levée de fonds, ça m'a paru trop compliqué, voilà. Et je me suis dit, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Non, donc je vais m'épargner cette bataille en fait. Hein. C'est vrai que allez-y Sarah, mais en fait je voulais juste rajouter quelque chose parce que ça m'a marqué quand Sharon a dit savoir pourquoi. Je pense que ça c'est vraiment important quand on veut se lancer dans quelque chose, de savoir pourquoi on veut le faire et quelle est notre mission. Et c'est beaucoup plus profond que juste avoir une expertise sur un domaine ou parce qu'on maîtrise la finance, tiens on va faire ça dans la finance. C'est vraiment intérieurement en fait. Pourquoi vous devez vous lever le matin? Pourquoi vous allez relever toutes vos difficultés? Parce qu'il y en a plein. Et voilà, ça c'est vraiment une question à se poser et c'est super important. Donc je voulais le souligner. Alors, c'est essentiel et c'est vrai que ce qu'on ne dit pas, tu le dis, en fait, toute la journée d'entrepreneur, c'est que régler des problèmes. Enfin, en gros, tu passes d'un problème à un autre problème, à un autre problème, entrecoupé de bonnes nouvelles de temps en temps, mais enfin, tu as réglé 10 problèmes avant d'avoir une bonne nouvelle. Donc, faut vraiment que ton projet ou ta façon de vivre, elle te tienne à cœur, en fait, et que ce soit plus fort que tout, finalement. Tu te lèves le matin et tu sais que tu y vas, quoi. Sarah, je pense que tu es en mute. Oui, exactement. Je suis totalement d'accord avec vous. Et puis, je voulais revenir sur ce que tu disais, Sharon, sur le fait que tu avais fait un évitement sur la levée de fonds ou que tu n'avais pas forcément voulu te confronter à ça. Et je pense que ce qui est intéressant aussi en ce moment, en 2020, c'est qu'aujourd'hui, on commence aussi à dire que la levée de fonds n'est pas le seul critère de réussite. Et en fait, ce qui est vraiment dommage, et c'est ce qui fait aussi qu'il y a un manque de représentativité des femmes aujourd'hui dans l'entrepreneuriat, c'est qu'on considère qu'une start-up est à succès, qu'elle doit être valorisée, qu'elle doit être mise en avant dans les campagnes médias ou par le gouvernement lorsqu'elle a accompli X levée de fonds. Alors que de la croissance organique, c'est totalement possible. Le fait d'avoir des subventions publiques, le fait de faire des prêts et de se développer sans equity, ça existe. Et aujourd'hui, en fait, c'est aussi agréable de se dire qu'il y a des personnes qui vont être mises en avant pour d'autres qualités que tout simplement le fait d'avoir réussi à lever des fonds. Même si le fait de lever des fonds, c'est une gageure de confiance de fonds d'investissement, ce n'est que des fonds d'investissement qui ont décidé d'investir dans une start-up qui parfois n'est pas rentable et ne le sera jamais. Et c'est pour ça que c'est aussi important de revaloriser certains critères de réussite et d'avoir une modulation de ces critères de réussite, tels que par exemple la gouvernance responsable, le fait que la start-up, comme ce que tu fais, Gulnara, c'est s'inscrit dans une logique de développement durable ou environnemental ou un développement sociétal. Et c'est aussi ces critères-là qu'il faut mettre en avant pour avoir
à la fois plus de rôles modèles féminins et plus de rôles modèles variés au sein de l'écosystème startup. Startup, pendant très longtemps, ça a été levée de fonds et on commence à dire que ça n'est pas forcément le cas. Oui, et moi, allez-y, Sharon, je vais rajouter. Il y a quelques mois, j'avais vu sur Facebook circuler une grille pour avoir des indicateurs de salaire. Et donc, il y avait une grille qui circulait avec des noms d'entreprises, leur taille, etc. et les salaires par typologie de poste. Et dans cette grille étaient indiquées les levées de fonds. Donc, je me dis, mais il n'y a pas le chiffre d'affaires. Et on m'a envoyé promener en me disant, mais les chiffres d'affaires, on s'en fiche, ce n'est pas du tout un critère important. Là, mais on marche un peu sur la tête, non? C'est vrai que quand on regarde, par exemple, les statistiques aux États-Unis, sur les 500 entreprises ou startups qui ont grandi au plus vite chaque année, on voit bien que 80% de ces entreprises ont levé moins de 200 000 euros. Et donc ça montre la réalité des choses. C'est que, en fait, c'est bien d'avoir la levée de fonds parce que on est un peu encouragé par ça, mais ce n'est pas dit. Oui. On ne peut pas dire que ces sociétés réussissent et 9 sur 10 de ces sociétés perdent. Donc voilà. En fait, je pense que dans l'entrepreneuriat féminin, ce qui est très, très important, c'est cette mise en avant de soft skills et ce qui est recherché aussi. Ce n'est pas que nos connaissances, c'est aussi comment on manage les équipes, comment on peut fédérer les gens, comment on peut les réunir, trouver des partenaires, de trouver des idées créatives aussi. C'est ça qui est vraiment important dans les projets féminins et qui, pour moi, c'est vraiment valorisé aujourd'hui. Du coup, vous avez apporté des éléments de réponse juste maintenant, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre en France pour encourager et dynamiser justement l'entrepreneuriat des femmes? Je peux prendre la parole si vous voulez. Moi, j'ai plein d'idées. Alors, il y a déjà quand même beaucoup de choses qui existent. Il ne faut pas dire qu'on part de zéro, c'est pas le cas. La France reste quand même un pays qui privilégie et qui met en avant ses entrepreneurs. Il y a beaucoup d'aides qui sont disponibles pour les entrepreneurs, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui est vraiment dommage, c'est qu'on ne prend pas encore assez conscience de la différence structurelle qu'il y a entre les femmes et les hommes du fait en fait de nos systèmes qui sont encore un peu patriarcaux, faut le dire, du fait que les femmes et les hommes ne sont pas traités de la même manière lorsqu'ils ont des enfants. Et lorsqu'on crée une start-up, ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas devenir parent, sauf que c'est collé comme une étiquette sur les femmes entrepreneurs et ce n'est jamais abordé pour les hommes entrepreneurs. Et devrait y avoir un équilibre qui se recrée là-dessus, avec des aides qui peuvent être gouvernementales ou autres pour quand on a un enfant, et ne serait-ce que par exemple le fait d'avoir des congés paternité qui sont mis en avant, c'est beaucoup plus intéressant pour une femme qui est entrepreneur et qui a un mari qui travaille et qui va potentiellement avoir un congé paternité et l'y aider. Donc, c'est ces typologies d'exemples qui sont toutes bêtes, mais qui en fait structurent la manière dont on voit les femmes et l'autonomie et le travail des femmes dans la société et leur capacité de gestion. Après, bien entendu, avoir des fonds qui sont plus inclusifs, puisqu'on a tendance aussi, et ça c'est une règle qui marche pour tout le monde, à recruter ou à investir dans des projets portés par des personnes qui nous ressemblent. Ça s'appelle l'effet miroir et c'est totalement normal. Donc il faut à la fois d'un côté travailler sur nos biais conscients et inconscients, et ça c'est des formations, c'est de la lecture, c'est beaucoup de choses qui peuvent être mises en place au sein des entreprises, mais au sein des fonds d'investissement. Et il y a aussi cette partie diversité, puisque aujourd'hui, quand on promeut des équipes qui sont mixtes et diverses, on a tendance à optimiser et à aller chercher en fait des startups au sein des fonds qui sont plus représentatives aussi de l'ensemble de la société. Donc, il y a ça, et il y a la représentativité des femmes dans les conférences, dans tous les événements qui sont liés à l'innovation, à la tech.
quand on regarde qu'aujourd'hui, alors je ne veux pas mentir sur le pourcentage, mais que lorsqu'on a interviewé des experts sur le Covid dans la télévision, je ne me rappelle plus du pourcentage, mais il était désastreux pour la représentativité des femmes, alors qu'il y a énormément de femmes scientifiques, épidémiologistes qui ont bossé sur le sujet et qui pouvaient être interviewées, et des personnes qui se prétendent experts qui ne le sont pas forcément. On se dit qu'il y a encore beaucoup de choses à faire en termes de représentation, parce que l'excuse qui est généralement donnée et qui est assez fréquente, c'est « oui, mais on ne trouve pas de femmes ». Et nous, chez Willa, on dit « oui, mais quand on cherche, en fait, en réalité, on trouve ». Il faut juste peut-être chercher un peu mieux et chercher un peu plus, mais c'est aussi ce qui fait bouger les lignes. Ouais, je suis hyper d'accord avec tout ce que tu as souligné. Je rajouterais sur justement l'intervention des femmes, avoir un côté plus systématiquement réagir, nous, enfin jamais laisser passer une conférence où on va, où il n'y a pas de femmes speakers, vraiment ouais, rien lâcher en fait, au pire et inciter les femmes de notre entourage à prendre la parole. Parce que, bon, on le sait, hein, les femmes, avant de prendre la parole, il faut qu'elles se sentent méga expertes. Quand un homme va savoir trois bullet points sur le sujet, il ne va pas hésiter à en parler. Donc, on a aussi, nous, un travail entre nous, peut-être, s'encourager à prendre la parole, se faire des coachings de prise de parole en public. Donc, voilà, et puis forcer, enfin, le CSA ne doit pas laisser passer, etc. Donc, il y a à la fois notre boulot et des boulots des institutions et de pousser les femmes à prendre la parole. Et un autre point peut-être, c'est que les femmes lancent beaucoup de projets, comme on l'a souligné, à impact, qui rentrent dans les objectifs de développement durable. Donc, de fait, souvent, ce sont des projets où l'impact est aussi important que l'argent qu'ils peuvent rapporter. Et effectivement, rentrer ces critères dans les grilles de lecture, les grilles d'acquisition de prêts, les grilles de financement, etc., ça aiderait aussi les femmes qui ont pour beaucoup des projets autour de l'environnement, de l'éducation. Parce que de toute façon, une entreprise, dans les années à venir, si elle n'a pas un rôle social, sociétal, enfin, on est juste dans un environnement qui est pas pérenne et sustainable, et c'est juste un monde dans lequel voilà, on n'aura pas forcément envie de vivre. Donc, le rôle de l'entreprise, c'est le bien commun, et à un moment, il faut arrêter de penser que l'entreprise n'est là que pour générer le maximum de profit, parce qu'on va sur à quoi ça sert. Enfin, si ce n'est pas œuvrer pour le bien commun, je ne vois pas à quoi l'entreprise sert, en fait. Je suis tout à fait d'accord de mon côté avec Sharon. Je pense que c'est super important de croire en soi. Ça, c'est la première des choses. Il faut arrêter avec ce syndrome de imposteur, de penser qu'on est toujours moins que peut-être certains hommes. Ou, voilà, parce que c'est tout à fait vrai ce qu'elle est en train de dire. On est aussi compétente. Et quand vous faites un projet, en général, vous creusez beaucoup et vous connaissez beaucoup mieux sur le sujet que tous les gens autour. Donc, il faut oser et croire en soi. Et quand je dis oser, il faut postuler. Il faut postuler dans les incubateurs. Il faut faire des programmes. Il y a par exemple un des programmes que je viens de voir sur, ça s'appelait avant Grandes écoles au féminin, mais c'est Grandes entrepreneuses au féminin aujourd'hui. Un workshop sur un week-end, ça ne vous engage à rien, c'est gratuit. Vous allez à Paris, vous allez dans les incubateurs comme Willa ou d'autres incubateurs qui existent pour les femmes. C'est très bienveillant parce qu'on présente un projet, comme je dis, ou une idée. Il ne faut pas avoir peur aussi de présenter une idée. Très souvent, on a peur parce qu'on pense que les autres vont voler notre idée ou ils vont y penser aussi. Mais ce n'est pas du tout le cas parce que chacun est très focus sur ce qu'il fait et on pense toujours de faire mieux que notre voisin. Donc ce n'est pas du tout le cas, mais ça vous donne un effet de miroir, en fait, de savoir est-ce que les gens, ils entendent ce que vous êtes en train de dire? Est-ce que ça marche? Est-ce qu'il y a une percussion avec, ou est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que les gens sont intéressés par ce que vous faites? Donc ça, je conseille vraiment et ça permet d'avoir un pied aussi dans l'entrepreneuriat, juste essayer, voilà. Et je pense qu'une autre conseil que je peux donner, c'est super important de s'entourer de bonnes personnes, des hommes comme des femmes. Et parce qu'il y a des hommes aussi qui sont très bienveillants, faut le dire,
Et voilà, il faut oser aussi de se dire, voilà, ben moi, je suis comme ça. Oui, moi, j'ai des enfants. Moi, je suis enceinte. Moi, je suis ci, je suis ça. Et c'est moi, c'est mon personnage. Et c'est comme ça que je veux l'aider ma société. Est-ce que vous me suivez? Il faut pas avoir peur parce qu'il y a plein d'hommes qui aiment ça et qui suivent. Et donc, qui aiment voir ce challenge et que vous le relevez. Donc, voilà. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de bienveillance aussi. Il faut pas essayer d'être quelqu'un d'autre ou imiter quelqu'un. Il faut vraiment être soi-même et voilà. Et puis, le dernier conseil, je pense qu'il faut rester focus et ne pas avoir peur aussi de pivoter au moment donné. Parce que très souvent, la première idée qu'on a, ça ne marche pas forcément. Et ce n'est pas grave, c'est comme ça. C'est une procédure d'apprentissage et on va confronter notre idée avec nos clients, on va avoir le retour et il faut travailler sur ce qui marche. Donc ça, c'est super important d'être flexible. Même si on est focus sur ce qu'on fait, voilà, rester flexible et d'essayer. D'essayer, ça ne nous coûte rien. Voilà. Ouais, et sur le fait d'encourager les femmes, bah, c'est peut-être le moment de parler du projet qu'on mène avec Finastra, justement. On a lancé une expérimentation avec des jeunes filles qui ont entre 12 et 18 ans, qui s'appelle Changemaker. Et donc, on a une cohorte de 25 filles cette année et on va passer à 100 l'année prochaine. Et on les fait travailler pendant toute une année scolaire sur un projet impact. Donc, cette année, c'était l'égalité femmes-hommes. Mais du coup, bah, évidemment, les projets en eux-mêmes sont importants, mais ce qui compte, c'est qu'on les a mis dans une démarche vraiment entrepreneuriale. Donc, elles sont partie de la thématique, elles ont fait de l'idéation, de la créativité, de tout ce qu'on peut faire chez Willa pour aboutir à des idées de projets. Et elles ont été accompagnées de A à Z par des collaborateurs des entreprises, donc de Finastra et de nos autres partenaires, par des étudiants et étudiantes qui font du code pour les aider à développer leurs solutions. Et là, elles sont en phase de test de leurs solutions, donc tout le monde pourra les tester bientôt. Et donc, toutes ces filles-là qui ont fait pendant 1 an ce genre de programme, on les accompagne aussi par la suite, elles pourront avoir ou des mentors ou prolonger l'expérience, etc. On sait que c'est des filles qui sont armées pour monter une entreprise, pour devenir leader en entreprise, pour mener leurs études avec énormément de détermination. Donc, c'est vraiment travailler dès le plus jeune âge aussi à valoriser les filles parce qu'il y a tout un enjeu sur l'éducation. Enfin, on n'en a pas beaucoup parlé, mais les biais, évidemment, on les reproduit. Les hommes ont des biais vis-à-vis des femmes, mais les petites filles très, très jeunes ont des biais et les petits garçons aussi. Donc, il y a un travail dans l'éducation, donc dans le fait d'assumer et de casser les stéréotypes qui sont que pour être un leader en entreprise, il faut être avec des qualités qu'on attribue aux hommes, savoir dur, rigoureux, montrer sa force, etc. Bah non, le leadership, c'est pas forcément ça. Il n'y a pas qu'une façon d'être leader. Et un homme qui fait preuve d'empathie, de compréhension, etc., c'est un leader merveilleux et c'est des qualités qu'on attribue plutôt aux femmes et qu'il faut valoriser en entreprise. Donc, il y a un rééquilibrage à faire entre finalement des qualités qu'on attribue aux femmes et les hommes souffrent parce qu'un garçon, ça pleure pas, un garçon, ça doit être fort. Bah, c'est pas vrai, il y a des garçons, ils ont envie de pleurer, ils ont envie d'exprimer leurs émotions. Et donc, en fait, accepter qu'on est tous mixtes, ambivalents, avec des attributs masculins, féminins et que les deux valeurs ont leur place en entreprise. Donc, il y a du travail à faire dès la plus tendre enfance pour pas dire aux filles, toi, tu dois être infirmière, faire un truc dans cette case et c'est comme ça. Et toi, le garçon, tu dois être chirurgien ou pompier et c'est comme ça. Donc, voilà. Donc, il y a un gros travail en amont à faire. Non, je pense que ça rebondit bien sur Linda qui est connectée avec justement un commentaire sur l'éducation des enfants est essentiel et je pense que c'est comme ça qu'on va changer les choses dans le futur en commençant vraiment tôt avec les enfants et en cassant ces stéréotypes. Je pense qu'on pourrait passer des heures à parler de tous ces sujets. Juste, j'aurais voulu voir si si les gens qui écoutent, il y a des questions ou des remarques. Je sais qu'on a traité de beaucoup de choses, mais si quelqu'un a des questions ou veut orienter un petit peu peut-être les dernières minutes, n'hésitez pas. Ou même si quelqu'un a un projet de partenariat d'entrepreneuriat, pardon, et c'est pas forcément monter son entreprise, ça peut être aussi
avoir un projet à côté du boulot ou être auto-entrepreneur, mais aussi en entreprise, n'hésitez pas à le partager aussi. Je peux peut-être rajouter quelque chose par rapport à justement les nouvelles conférences. Je pense que c'est important d'aller dans les conférences. Ce n'est pas ce qu'on fait en général. Donc, en général, on reste focus sur on participe dans les conférences qui sont organisées par notre entreprise en général et on ne sort pas de nos frontières, j'ai envie de dire. Si vous allez à une conférence, par exemple Change Now, qui va avoir lieu bientôt fin mai. Change Now, c'est une super conférence sur l'impact dans tous les domaines possibles et imaginables. Et quand vous regardez les fondateurs et les créatrices d'entreprises chez Change Now, vous voyez que ce sont des femmes. En majorité, ce sont des femmes qui font évoluer les choses à impact. C'est incroyable, en fait. Franchement, je vous le conseille. Ça se passe au Grand Palais. C'est quelque chose de vraiment formidable. Ça peut être votre domaine aussi. Hein, c'est juste un exemple parce que je suis d'Impact, donc du coup, je vous en parle. Mais ça peut être complètement autre chose. Et franchement, allez-y, quoi. Enfin, il y en a plein. Ils sont gratuits. Avec la période de la Covid, il y a plein de conférences qui sont gratuites. Il y a pareil, en fait, dans les universités. Si vous êtes plus dans la recherche, dans les universités, il y a pas mal de conférences qui sont organisées par les chercheurs. C'est hyper instructif, très intéressant. Donc, pensez-y, parce que c'est comme ça, en se baignant dedans, en rentrant dedans, qu'on apprend à nager, en fait. C'est voilà. Et c'est une super opportunité pour faire du réseau, pour discuter avec des gens, pour avoir des relations informelles qui, au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, peuvent donner des opportunités de collaboration. Donc, voilà, c'est effectivement pas du tout à négliger. Je complète et je suis totalement d'accord avec vous. C'est s'ouvrir l'esprit, c'est rencontrer de nouvelles personnes et de nouveaux modes de fonctionnement. C'est peut-être aussi, même si vous n'avez pas forcément envie d'entreprendre, les compétences développées par un entrepreneur, en fait, sont valables dans tout métier. L'agilité, l'adaptabilité, la résilience, on en parle beaucoup. Aujourd'hui, le management, puisqu'on est amené à avoir des équipes, mais lorsqu'on est manager, lorsqu'on a une équipe, lorsqu'on crée et on participe à la stratégie de son entreprise, on a une micro-part de l'entreprise à gérer et il y a plein de sujets qui sont traités par l'entrepreneuriat qui peuvent vous intéresser. Et il y a plein de gens qui ont beaucoup de choses à dire, que ce soit des hommes ou des femmes, sur le sujet et sur vraiment quels sont les moyens, la méthodologie et les outils pour apprendre à vous lancer. Et ça vous aidera, pareil, et c'est ce que disait Elsa, si vous avez un projet associatif qui soit juste à côté du travail ou un projet qui est un side project, il y a des très très beaux side projects, il y a des side projects qui deviennent des entreprises, donc il ne faut pas négliger non plus votre capacité d'action et d'interaction avec la société, ne serait-ce que par un projet qui est un peu un projet à côté. Et du coup, ça reboucle sur la notion de réseau. La notion de réseau est pas du tout assez traitée par le public féminin généralement parce qu'on se concentre sur les tâches qu'on a à accomplir, on veut les perfectionner au mieux et généralement quelqu'un que ce soit au sein d'entreprise ou que ce soit en tant qu'entrepreneur, on va ou se concentrer sur son métier, sur les personnes qui sont autour de nous mais dans le mode métier et on va pas réseauter. Et alors réseauter, ça peut être un terme qui fait peur ou qui est rempli de préjugés parce qu'on considère que c'est les personnes arrivistes qui réseautent. Mais non, en fait, le réseau, c'est extrêmement important pour vous faire évoluer professionnellement, donc vous faire évoluer dans votre carrière, mais aussi pour faire évoluer votre entreprise avec des personnes qui croient tout simplement en vous et dans votre potentiel. Donc, n'oubliez pas ça. Non, c'est super et je pense de très bons conseils et je pense que c'est ce qu'on voit dans le réseau Women at Finastra, c'est que il y a quand même
enfin, que les gens ont du mal à se mettre en avant et que justement cette partie réseau, c'est vraiment essentiel pour pouvoir justement évoluer et puis même d'un point de vue personnel, se développer un petit peu plus et c'est ce genre de choses qu'on essaie de mettre en avant et pour lesquelles on essaie de donner un petit peu des outils pour que toutes les femmes soient et ça. Ce qui est intéressant aussi, c'est et je pense que en fait on le voit aujourd'hui chez Finastra et c'est très bien par rapport aux initiatives que vous mettez en place. Je pense que aussi l'entrepreneuriat n'est pas toujours pour tout le monde et on peut penser aussi à intrapreneuriat. Donc être entrepreneur à l'intérieur de son entreprise, c'est quelque chose qui peut être aussi envisageable, mais c'est une option vraiment beaucoup plus sécure parce que c'est vrai, de créer son entreprise, ça fait peur et il faut l'accepter. Et franchement, ce n'est pas pour tout le monde, honnêtement. C'est du stress en permanence. C'est beaucoup d'émotions positives aussi, parce qu'on a la liberté de faire ce qu'on veut. Mais c'est également très stressant parce qu'il faut qu'on trouve des solutions vite, en urgence, et qui marchent, et voilà, avec beaucoup de monde. Donc, ça peut être une option pour commencer avant de passer vraiment à l'entrepreneuriat, de intrapreneuriat. Je sais par exemple, à Finastra, il y a des hackathons, donc ça, c'est très bien, par exemple. C'est une bonne piste pour réaliser le premier projet. Mais il y en a d'autres. Je sais que vous faites des projets justement associatifs ou qui touchent peut-être plus les gens. Donc allez-y. C'est une très bonne initiative et piste aussi pour commencer dans l'entrepreneuriat. Et avoir confiance en soi aussi. Merci beaucoup. Il nous reste peut-être quelques minutes. Si vous avez un dernier mot à dire, je sais que Nara vous donnait beaucoup de conseils. Et en tout cas, merci à toutes les trois. Je pense que c'est vraiment passionnant et c'est, je pense, le genre de discussion qu'on a besoin d'avoir un petit peu plus en entreprise. C'est bien qu'il y ait eu des hommes qui se soient connectés aussi, parce que je pense que c'est le genre de discussion où c'est intéressant que les hommes fassent partie des discussions et écoutent un petit peu les problèmes qui sont rencontrés. Et je sais qu'on va diffuser le message en interne et j'espère qu'il y a beaucoup plus de monde qui va regarder la session parce que pour ma part, en tout cas, je trouve ça vraiment très intéressant. Merci beaucoup, Elsa, de nous avoir accueillis. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci, Elsa et Émilie. J'étais vraiment ravie de revenir au sein de mon ancienne entreprise, de partager mon expérience. Ce sont des gens voilà, très attachants, donc j'en garde un très bon souvenir. Donc voilà, je pense que la culture de Finastra évolue et ça me fait très plaisir d'avoir ce genre d'initiative. Ça ne peut que motiver les femmes à l'intérieur de Finastra d'évoluer, d'oser et continuer comme ça. Et puis c'est super de voir le parcours des personnes qui ont été chez Finastra et qui maintenant ont un super projet comme le tien. Donc, merci pour ce retour. Et pour toutes celles qui sont connectées, on travaille beaucoup avec Willa, on travaille avec Startup for Kids. Donc, n'hésitez pas à prendre part à ces projets. Et c'est comme Gulnara le disait, c'est un début de travailler sur des projets et d'être investi dans ce genre d'association. Merci à toutes pour votre participation.